Bah, Oui, c'est tout un processus pour arriver à ce fameux, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette histoire de revenu universel parce que finalement, il y a des personnes qui pourraient trouver ça, pas mal. Tout s'écroule, finalement, bon, bah, au moins on va avoir 800 € par exemple. bah oui, mais le prix à payer, c'est que vous allez être redevable de l'État. Qu'est-ce que l'État va vous demander? Il va vous demander d'accepter leurs conditions, sinon vous n'aurez pas les 800 €. Donc je veux dire, moi je crois au contre-pouvoir. Je crois que tout individu livré à lui-même peut évoluer vers une forme de tyrannie sans s'en rendre compte des fois. On devient intolérant parce qu'on est leader sur un marché. Regardez une compagnie aérienne, dès elle est leader sur un marché, les prix augmentent. Dès qu'il y a des compétitions, ça diminue. Le prix à payer, oui, effectivement, on aura un revenu, mais vous allez faire quoi s'il y a 80% des métiers qui disparaissent? Alors, vous avez un des chantres du transhumanisme, monsieur Laurent Alexandre, qui nous dit, dans les entretiens d'embauche pour ceux qui arriveront encore à avoir des entretiens d'embauche, on vous demandera, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus par rapport à un robot ou une machine? Donc, on est vraiment en compétition. Et la révolution 4.0, c'est l'arrivée des robots et du transhumanisme sur le marché du travail et dans la société. Oui. Vous parliez aussi des ordinateurs quantiques, ça pose un aspect philosophique par rapport à l'homme, la rapidité. Est-ce que vous pourriez juste, pour les personnes qui n'ont pas, suivi toutes ces différences qui vont arriver par rapport à la vitesse de l'information, comment notre cerveau est capable d'appréhender certaines choses et en quoi finalement ça va être un grand tournant? Est-ce que l'humanité va accepter d'être inférieure à la machine? Est-ce que ouais, tous ces points de vue philosophiques. Bah, les ordinateurs, notamment celui qui nous permet de communiquer entre nous, c'est encore basé sur la circulation de l'électron. Or, l'électron, il a une masse, aussi petite soit-elle, et donc quand il va circuler, il va y avoir des collisions, donc un échauffement, et donc on arrive à un moment donné à une limite. Les ordinateurs quantiques vont utiliser la lumière et des propriétés quantiques qui feront que la vitesse de l'information, elle pourra se rapprocher de la vitesse de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, 300 000 km à la seconde, même si on ne sera pas à cette vitesse puisque c'est dans le vide. Mais la vitesse de l'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde. Alors, si vous faites un rapport entre une information d'un ordinateur quantique et votre influx nerveux, il y aura un rapport 3 millions. C'est-à-dire que l'ordinateur ira 3 millions de fois plus rapidement que vous. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous a été imposé, ça fait partie aussi de l'ingénierie sociale, ça nous ramène au darwinisme. Darwin, dans sa vision de l'évolution des espèces, nous dit une chose très simple, c'est-à-dire quand l'environnement change, les espèces doivent s'adapter à cet environnement nouveau. Certains y parviennent, d'autres n'y parviennent pas. Donc on a fait en sorte que le monde soit une vitesse éternellement vitesse et que les ordinateurs aillent beaucoup plus vite que nous. Mais là, l'être humain est pulvérisé. Et donc là, effectivement, on arrive à un carrefour. Soit l'humanité renonce à cette technologie, soit l'humanité accepte que la technologie aille plus vite qu'elle, mais un rapport 3 millions, vous voyez, on est écrasé, donc on aura un sentiment d'infériorité, ou effectivement, on revient à une information qui soit compatible avec l'humain. Parce que, par définition, plus la vitesse augmente, plus on arrive à l'explosion ou l'implosion. Vous voyez, la définition des réactifs mélangés vont exploser parce que le choc collisionnel entre les différentes molécules qui composent ce mélange va aboutir à quelque chose de détonnant. Et donc, c'est vraiment l'humanité qui doit faire un choix. Mais on a été aussi progressivement si on s'observe, avant, quand l'ordinateur est arrivé dans les foyers à partir des fin des années 80, début des années 90, si l'ordinateur mettait 2 minutes à s'ouvrir, ça posait pas de problème. Maintenant, s'il n'a pas une ouverture en quelques secondes, on s'énerve. Vous voyez, il y a une sorte d'impatience. Alors ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on coupe les gens de leur passé. D'accord? Les gens, bah, on leur dit, soit d'ailleurs on reconstitue le passé, puisqu'on est dans un virtualisme, soit carrément on leur dit, bah, finalement le passé, il faut l'oublier. En plus, le monde va de très très vite, on est dans l'instantanéisme, ce qui nous empêche d'anticiper. Et il y a ce que j'appelle une disjonction des temps, c'est-à-dire que
les gens qui mettent en place l'ingénierie sociale ont un plan à 50 ans, voire à un siècle, qui va être changé au gré des évolutions technologiques, mais l'intentionnalité est toujours la même, avoir un pouvoir absolu. Ce qu'on vit, c'était prévu depuis longtemps, hein, un contrôle sur les individus, un contrôle sur les politiques nationales, internationales, voilà. Regardez, comme le narratif est assez curieux. Moi, je suis d'une génération où il y a eu le fameux choc pétrolier, là, en 73, 74, et on nous a dit, pendant 3 mois, le prix des barils de pétrole avait augmenté, que si on était en crise économique, c'était à cause de ça. Mais quand vous réfléchissez, vous dites, pour annoncer une telle chose, faut mettre un nez rouge et dire bonjour les enfants. C'est pas possible. On a créé une crisologie. Et donc, je suis d'une génération où j'ai vu apparaître l'Agence nationale pour l'emploi, puis après qui a évolué Pôle emploi, et au bout d'un moment, il n'y a jamais eu une croissance. Donc ça aussi, c'est un problème réel. Le fait de ne plus avoir de croissance, si on réfléchit, bah, ça veut dire que les travailleurs sont obligés d'accepter des conditions qui sont parfois inacceptables, d'où ce qu'on voit, les cadres qui sont bien payés, mais qui font des burn-out, ou voire pire, les bore-out, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien à faire. Ou comment ça s'appelle? Le bore-out, B-O-R-E. Okay. Ben, c'est-à-dire que c'est pire quand vous êtes désœuvré. Vous voyez, et c'est ça qui va se passer. Le bore-out est plus destructeur que le burn-out. C'est-à-dire vous êtes chez vous, vous n'avez rien à faire. Alors moi, je propose, ça serait plus alléchant, qu'ils nous propose le grand reset avec un abonnement à Netflix. Et puis voilà, vous êtes chez vous, vous consommez, vous sortez peu parce que vous aurez des moyens limités. Et donc, si vous regardez, la perspective du futur, elle est quand même assez noire. Donc, les gens, si on ne peut pas se projeter dans le futur, bah, ça aussi, c'est une inhibition de l'action. Les esclaves noirs qui avaient été pris dans leur pays et amenés pour être dans un circuit d'esclavagisme, s'ils ne savaient pas où ils allaient, ils se suicidaient. Parce que dans leur culture, voilà, ils avaient besoin d'une lisibilité à courte ou moyenne durée. Là, on ne sait pas. Et donc, c'est ça, exactement comme la petite souris qui est dans sa cage et qui reçoit des décharges électriques aléatoires. On ne sait pas. Vous êtes au gré des mesures gouvernementales. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va faire, si ça va se faire. Vous voyez, en permanence, on a cette espèce d'indécision qui fait partie de la dissonance cognitive. Un coup, on ne sait pas, on va échapper à la 3e vague, puis non, puis il y aura la 3e vague, puis peut-être la 4e, puis non, puis on ne sait pas, puis ça sera le reset ou pas le reset. On sait. Et donc, en permanence, vous êtes dans un état d'instabilité, une instabilité éternellement instabilité. Et c'est ça qui fait que tout ça met l'individu qui est en inhibition de l'action, qui est soumis à la dissonance cognitive, à qui on fait miroiter. Vous voyez, si on crée un problème pour le futur. Mais si on vous dit, bah, nous, on a résolu le problème, État-providence, on va vous donner 800 €, bah, vous créez le problème dans le futur, crise économique, révolution 4.0, réchauffement climatique, quelle est la cause réelle? Et à partir de là, bah, les gens, vous les mettez dans une peur terrible, ils se disent, bah, au moins j'aurai 800 €. Et donc, au bout d'un moment, ce qui aurait été rejeté à une autre période est accepté. Imaginez qu'on ne soit pas en pandémie. On dirait aux gens, vous ne travaillez plus, vous avez 800 €, vous devez vous contenter de ça. Vous avez vu aussi dans le World Forum Economic, c'est-à-dire que pour avoir 800 € donnés à l'ensemble de la population, vous allez renoncer à votre propriété. Donc, vous perdez votre propriété, vous perdez votre indépendance, parce que effectivement, l'État vous paye, alors qu'on est dans l'inverse. Et au bout d'un moment, bah, tout ça met l'individu dans une espèce d'incertitude où il sera pieds et mains liés au gouvernement. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous faisons confiance au gouvernement qui devient mondial? C'est toujours la même question. Si c'est oui, bah, tant mieux. C'est une résilience, une façon de sortir de l'inhibition de l'action. Si c'est non, eh ben, il faut se positionner.